Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le syndrome de Cushing. Je vous propose le plan suivant. On va commencer par une définition, puis on va parler des causes du syndrome de Cushing. On va expliquer le mécanisme physiopathologique, la clinique, le diagnostic et on terminera par le traitement. Le syndrome de Cushing est aussi appelé l'hypercorticisme ou bien l'hyperadrénocorticisme. C'est une affection endocrinienne qui est consécutive à une activité anormalement élevée des glandes surrénales et qui se traduit par une hypersécrétion du cortisol. Il faut dire que le cortisol, c'est une hormone qui intervient dans le contrôle du stress, mais aussi dans le métabolisme glucidique, protéique et lipidique. Le cortisol intervient aussi dans la réponse inflammatoire et dans la réponse immunitaire. Le syndrome de Cushing peut être aussi consécutif à une injection surdosée et ou répétée des corticoïdes, autrement dit un Cushing iatrogène. Cette affection peut être rencontrée aussi bien chez le cheval, chez le chat, chez le chien, chez l'homme. Il faut dire que d'un point de vue épidémiologique, il y a une prédisposition chez certains sujets, en particulier les sujets âgés. Le syndrome de Cushing est surtout observé chez les sujets âgés de plus de 6 ans. Il y a aussi une certaine prédisposition raciale, c'est ainsi que les chiens de race teckel, le boxer et le caniche sont le plus souvent prédisposés à faire du syndrome de Cushing. D'un point de vue clinique, le syndrome de Cushing se traduit par une polyurie, autrement dit une augmentation de la production d'urine, une polydipsie, autrement dit une consommation importante d'eau qui est consécutive à la polyurie, une mobilisation tronculaire de la graisse, si bien qu'on définit le sujet comme étant une boule de sucre sur 4 allumettes. Autrement dit, une boule de graisse sur 4 allumettes. Il faut dire que le syndrome de Cushing peut être résumé cliniquement par une alopécie symétrique, bilatérale, non prurigineuse et qui respecte la tête et les membres. Je répète, les sujets ayant un syndrome de Cushing, au-delà de la polyurie polydipsie et de la forte mobilisation de la graisse sur le tronc, elle est caractérisée par une alopécie symétrique, bilatérale, non prurigineuse et qui respecte la tête et les membres. On peut aussi observer des ulcérations cutanées et une polypnée, autrement dit, le chien a tendance à beaucoup allaiter. On peut aussi observer une perte de l'appétit qui va entraîner une perte de poids et une atrophie musculaire. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un chien qui est atteint de Cushing et nous constatons que c'est un chien qui est très gras, particulièrement au niveau du tronc. Là, c'est la même chose. Nous constatons l'abdomen qui a une certaine ptose. Là, c'est un Cushing chez le cheval. Et chez le cheval, on constate qu'il a une alopécie, mais aussi et surtout de l'hirsutisme. Et là aussi, c'est un poney qui a un Cushing. Nous constatons bien de l'hirsutisme et une mobilisation graisseuse au niveau du tronc. Et là, c'est un Cushing chez le chat. Nous constatons qu'il est devenu comme un léopard qui est pratiquement obèse, particulièrement au niveau du tronc. Quelles sont les causes du Cushing? Il faut dire qu'en ce qui concerne les causes du Cushing, il y a des causes primaires et des causes secondaires. Les causes primaires sont les suivantes. Ça peut être une tumeur de l'hypophyse qui va entraîner une hypersécrétion de l'ACTH. Eh bien, cette tumeur, elle peut être bénigne, tout comme elle peut être maligne. Donc, les tumeurs de l'hypophyse sont responsables du Cushing dans 85% des cas. On peut aussi observer la tumeur d'une ou des deux glandes surrénales. Eh bien, cette tumeur aussi peut être bénigne ou maligne et cela est observé dans 15% des cas. Il faut dire que ces deux causes entraînent une forte
quantité de cortisol dans le sang, et ce, de façon durable. Parmi les causes secondaires, c'est surtout le Cushing iatrogène, autrement dit une administration forte et ou prolongée de corticoïdes qui va faire en sorte que l'animal va se retrouver dans le sang avec beaucoup de cortisol, ce qui va entraîner les conséquences de cette forte concentration de cortisol dans le sang. D'un point de vue physiopathologique, il faut dire que c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire qui agit. C'est ainsi que l'hypothalamus agit sur l'hypophyse grâce à la releasing hormone. L'hypophyse va agir sur les glandes surrénales grâce à l'ACTH et les glandes surrénales vont entraîner la sécrétion des corticoïdes. Les corticoïdes vont avoir une action inhibitrice sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc cette forte concentration de corticoïdes dans le sang va entraîner un trouble du métabolisme glucidique, entraînant une mobilisation tronculaire de la graisse, ce qui donne cet aspect d'une boule de suif sur 4 allumettes. Cela va aussi entraîner une réduction du métabolisme protéique qui va entraîner la fonte musculaire, la polyurie, la polydipsie qui est consécutive à la polyurie. Parlons à présent de la clinique et qui est l'élément le plus important. Je profite de l'occasion une fois de plus pour remercier le Dr Armand Seni, mais aussi mon cher ami Dr Gabi Fall de la clinique Bombo de Dakar. Eh bien, quels sont les symptômes de la maladie du Cushing chez le chien? On va observer une polyurie, autrement dit une augmentation de la production d'urine, une polydipsie, autrement dit une forte consommation d'eau qui est consécutive à la polyurie, une mobilisation tronculaire de la graisse, si bien qu'on dit que l'animal est une boule de suif sur 4 allumettes. Et d'un point de vue cutané, on va observer une alopécie, autrement dit une perte de poids, qui est symétrique, autrement dit de part et d'autre de l'axe de symétrie bilatérale, qui est non prurigineuse et qui va respecter la tête et les membres. Autrement dit, cette alopécie ne va pas être observée au niveau de la tête et au niveau des membres. Cette alopécie est située sur le flanc, autrement dit sur les deux flancs. On peut observer une ulcération cutanée qui ne se cicatrise pas, une polypnée, l'animal aura tendance à allaiter beaucoup, une perte de l'appétit entraînant une perte de poids et une atrophie musculaire. Donc voilà, s'il faut garder un seul mot, j'ai constaté cette phrase que j'ai mis dans mon calepin qui date de 1999 au service de pathologie médicale et anatomie pathologique. Et j'avais dit que le Cushing est caractérisé par une alopécie symétrique bilatérale non prurigineuse et respectant la tête et les membres. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc là, nous avons un chien et ce qui frappe, la première des choses, c'est la ptose de l'abdomen. Nous constatons qu'il y a une mobilisation de la graisse. La deuxième chose, c'est cette alopécie qui est symétrique, qui est bilatérale et qui respecte la tête. On constate qu'au niveau de la tête, il n'a pas perdu de poil. Mais aussi les membres. Et au niveau des membres, on constate qu'il n'y a rien. Les membres sont assez poilus. Là, c'est chez un teckel, nous avons aussi une alopécie. La tête n'a rien, les membres n'ont rien. Donc, une alopécie symétrique bilatérale non prurigineuse respectant la tête et les membres. Là, ce sont les ulcérations cutanées qui ont beaucoup de peine à se cicatriser à cause du métabolisme glucidique. Là, ce sont les mêmes ulcérations. En ce qui concerne le diagnostic, il faut dire que le diagnostic est basé sur les antécédents et les signes cliniques. C'est ainsi que le propriétaire peut vous rapporter une polyurie, une polydipsie. Vous allez constater vous-même la surcharge glucineuse au niveau du tronc. Vous allez en plus constater l'alopécie symétrique bilatérale non prurigineuse et qui respecte la tête et les membres. Au-delà des signes cliniques, on peut faire une confirmation biologique en faisant un dosage du cortisol dans le sang après injection de l'ACTH et on va observer des taux anormalement élevés de cortisol. Il faut dire que le taux
de cortisol sanguin chez le chien, il est situé entre 550 et 600 nanomoles après 1 heure d'injection de l'ACTH. Donc, s'il y a une hypercortisolémie, nous observerons une quantité qui est au-delà de la norme. Il faut dire aussi que le diagnostic biologique peut être confirmé aussi en mettant en évidence les tumeurs qui peuvent se retrouver soit au niveau de l'hypophyse, soit au niveau des glandes surrénales. Donc, ce qui fait qu'on fera appel à des techniques comme l'échographie, comme le scanner, ou bien l'imagerie par résonance magnétique, autrement dit l'IRM. Ici, je vous donne une coupe transversale tomodensimétrique de l'encéphale avec une masse pituitaire. Donc là, nous constatons une tumeur au niveau de l'hypophyse. Là, nous constatons une coupe transversale tomodensimétrique du tronc et nous avons les reins et les glandes surrénales et nous constatons qu'il y a une tumeur de la glande surrénale. Là, nous avons une échographie des reins et nous constatons qu'il y a une tumeur au niveau des glandes surrénales. Qu'en est-il à présent du traitement? Il faut dire que le traitement est fonction de la cause et ce traitement peut être chirurgical ou médical. Dans tous les cas, le but du traitement, c'est de réduire la quantité de cortisol dans le sang. Pour ce qui est des causes secondaires, autrement dit du Cushing iatrogène, il faut réduire la quantité de médicaments qui est à la base du Cushing. Et on peut procéder à des contrôles du sang, du cortisol, pour essayer de voir si le taux de cortisol sanguin est normal. Pour ce qui est des causes primaires, autrement dit les causes tumorales, qui peuvent affecter soit l'hypophyse ou la glande surrénale. Si la tumeur est bénigne et affecte la glande surrénale, on peut faire une exérèse de la glande. Toutefois, le traitement est compliqué, surtout si la tumeur est maligne. Et on peut se retrouver avec des métastases au niveau d'un certain nombre d'organes filtres, tels que les poumons, tels que le foie, tels que la rate. Si la tumeur elle est située au niveau de l'hypophyse, si elle est bénigne, eh bien on peut faire un traitement médicamenteux à base du trilostane qui va diminuer la quantité de cortisol. Toutefois, le traitement au trilostane se fait à la dose de 1 mg par kilogramme de poids vif, péros, matin et soir. Autrement dit, c'est un traitement quotidien et c'est un traitement à vie. D'où la difficulté ou la lourdeur de ce traitement. Donc, il est fastidieux. Et cela exige aussi des dosages réguliers et des contrôles vétérinaires réguliers pour essayer de voir si la quantité de cortisol revient à la dose normale. Il faut dire aussi que ce traitement au trilostane peut être accompagné d'un traitement antiprotéinurique et antihypertenseur à base de bénazepril à raison de 0,5 mg par kilogramme péros matin et soir. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons du trilostane dosé à 10 mg qui peut être utilisé dans la prise en charge du chien, des petits chiens. Pour les grands chiens, il y a du trilostane dosé à 60 mg. Là, c'est un teckel avant et après traitement. Donc là, c'est avant le traitement. Vous constatez que c'est vraiment une boule de suif. Et là, nous constatons qu'il y a une réduction significative de la masse graisseuse au niveau du tronc. Donc, en conclusion, il faut dire que le syndrome de Cushing est une affection qu'on peut rencontrer chez le chien, chez le cheval, chez le chat, mais aussi chez l'homme. Devant tout cas de polyurie, polydipsie, une surcharge graisseuse au niveau du tronc et surtout, une alopécie symétrique, bilatérale, non prurigineuse, respectant la tête et les membres, il faut penser au Cushing. Cela doit nous interpeller pour chercher les causes au niveau de l'hypophyse, au niveau des glandes surrénales ou bien une cause iatrogène. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif au syndrome de Cushing qu'on peut observer aussi bien chez le chien, chez le chat, chez le cheval et chez l'homme. Sur ce, je vous remercie infiniment et je ne cesserai pas de vous demander
de soutenir cette communauté de science, cette communauté de partage, car j'ai la ferme conviction que c'est essentiellement par la science que nous parviendrons à améliorer les conditions de l'Afrique.